27 ans. 27 années de ma vie consacrées à servir l'État. 27 ans à croire que je faisais partie de quelque chose de plus grand, de plus noble. 27 ans pendant lesquels j'ai vu des choses que personne ne verra jamais à la télévision, que personne ne lira jamais dans les journaux. Des manipulations si subtiles, si bien orchestrées, qu'elles sont devenues invisibles. Et aujourd'hui, après tout ce temps, je peux enfin le dire, les manipulations que j'ai vues ne sortiront jamais dans les médias. Jamais. Parce que ceux qui devraient les dénoncer en font partie. Parce que le système s'auto-protège. Parce que la vérité, parfois, est trop dangereuse pour être révélée. Je m'appelle, enfin, mon nom n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait, où j'ai travaillé, ce que j'ai vu. J'ai commencé ma carrière dans la fonction publique à l'âge de 23 ans, fraîchement sorti de l'université, plein d'idéaux et de rêves. Je voulais changer le monde, ou du moins contribuer à le rendre meilleur. J'ai intégré un ministère, d'abord comme simple attaché administratif, puis j'ai gravi les échelons. Direction générale, cabinet ministériel, conseiller technique. J'ai côtoyé des ministres, des directeurs, des hauts fonctionnaires. J'ai participé à des réunions où se prenaient des décisions qui affectaient des millions de personnes. Et pendant longtemps, j'y ai cru. Je croyais en la mission de service public. Je croyais que nous travaillions pour l'intérêt général. Mais la réalité, je l'ai découverte progressivement, comme on épluche un oignon, couche après couche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, juste les larmes. Les premières années étaient normales, enfin, ce que je pensais être normal. Je travaillais dur, j'appliquais les règles, je respectais la hiérarchie. Mes supérieurs semblaient compétents, dévoués. Les dossiers qu'on me confiait étaient traités avec sérieux. Mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer des petites choses. Des détails qui ne collaient pas. Des décisions qui semblaient illogiques. Des informations qui disparaissaient mystérieusement. Au début, je me disais que c'était de la bureaucratie, de la lourdeur administrative. Mais ensuite, j'ai compris que c'était bien plus que ça. La première fois que j'ai vraiment eu des doutes, c'était lors d'un appel d'offres public. Un contrat énorme, plusieurs dizaines de millions d'euros, pour la construction d'infrastructures. J'étais chargé de préparer le dossier technique, d'évaluer les candidatures. Il y avait 4 entreprises en lice. Sur le papier, tout semblait transparent. Les critères d'évaluation étaient clairs, qualité technique, prix, délai, référence. J'ai analysé chaque dossier avec attention. Et ma conclusion était nette, l'entreprise numéro 2 était la meilleure. Elle proposait la meilleure qualité, un prix raisonnable, et elle avait des références irréprochables. L'entreprise numéro 1, en revanche, était moyenne sur tous les critères, et son prix était plus élevé. J'ai rédigé mon rapport, en toute objectivité. 2 jours plus tard, mon supérieur m'a convoqué dans son bureau. Il avait mon rapport à la main. Il m'a regardé avec un sourire un peu gêné et il m'a dit, « Écoute, ton travail est excellent, vraiment. Mais il faut que tu révises tes conclusions. L'entreprise numéro 1 doit remporter le contrat. » Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu, « C'est une décision politique. Le PDG de cette entreprise est un ami personnel du ministre. Et puis, cette entreprise finance la campagne du parti. Tu comprends, c'est donnant-donnant. » J'étais sous le choc. Je lui ai dit que c'était illégal, que c'était de la corruption. Il a ri. Il m'a dit, « Corruption ? Non, non. C'est juste la manière dont les choses fonctionnent. Si tu veux faire carrière ici, il faut que tu comprennes ça. » J'ai modifié mon rapport. J'ai falsifié mes conclusions. L'entreprise numéro 1 a remporté le contrat. Et moi, j'ai compris que je venais de franchir une ligne. Après cet incident, j'ai commencé à observer plus attentivement. Et j'ai découvert que ce genre de pratique était monnaie courante. Les appels d'offres étaient truqués. Les attributions de marché publics étaient décidées à l'avance. Les évaluations étaient biaisées. Et tout le monde le savait. Tout le monde participait. C'était un système bien huilé, où chacun avait son rôle à jouer. Les entreprises privées versaient des pots de vin, sous forme de donations aux partis politiques, ou de postes bien rémunérés offerts à d'anciens fonctionnaires. En échange, elles obtenaient les contrats. Et l'argent public, celui qui était censé servir l'intérêt général, finissait dans les poches de quelques privilégiés. Mais les manipulations ne s'arrêtaient pas là.
J'ai aussi découvert comment l'information était contrôlée. Dans mon ministère, nous produisions régulièrement des rapports, des études, des statistiques. Ces documents étaient censés être objectifs, basés sur des faits. Mais en réalité, ils étaient souvent modifiés avant d'être publiés. Je me souviens d'un rapport sur le chômage. Les chiffres réels montraient une augmentation inquiétante. Mais avant la publication, on nous a demandé de retravailler les données, de changer la méthodologie, de présenter les chiffres sous un angle plus favorable. Le résultat final était complètement différent de la réalité. Et ce rapport a été utilisé par le ministre lors d'une conférence de presse, pour affirmer que la situation s'améliorait. Les journalistes ont relayé l'information sans la vérifier. Le public a cru ce qu'on lui disait. Et la vérité, elle, est restée enfermée dans nos tiroirs. J'ai également assisté à des manipulations médiatiques directes. Dans notre ministère, nous avions un service de communication très actif. Son rôle officiel était de diffuser l'information sur nos actions. Mais en réalité, c'était un service de propagande. Nous organisions des fuites contrôlées vers certains journalistes, ceux qui étaient amis du pouvoir. Nous leur fournissions des informations exclusives, des scoops, en échange de leur complaisance. Ils écrivaient des articles favorables au gouvernement, sans poser de questions gênantes. Et pour les journalistes qui osaient critiquer, nous avions d'autres méthodes. Nous leur coupions l'accès aux sources. Nous refusions de répondre à leurs questions. Nous lancions des campagnes de dénigrement contre eux. Et si ça ne suffisait pas, nous faisions pression sur leurs employeurs. J'ai vu des journalistes d'investigation perdre leur travail parce qu'ils étaient trop curieux. J'ai vu des rédactions entières être muselées parce qu'elles dérangeaient. Et j'ai compris que la liberté de la presse, dans notre pays, était une illusion. Au fil des années, j'ai gravi les échelons. Plus je montais, plus j'avais accès à des informations sensibles. Et plus je découvrais l'ampleur de la manipulation. J'ai participé à des réunions secrètes, dans des bureaux feutrés, où se prenaient des décisions qui n'avaient rien à voir avec l'intérêt général. J'ai vu des ministres négocier des postes dans des entreprises privées, en échange de faveurs accordées pendant leur mandat. J'ai vu des hauts fonctionnaires détourner des fonds publics pour financer leurs projets personnels. J'ai vu des accords passés dans l'ombre, des arrangements secrets, des pactes non écrits. Et tout cela se faisait dans une impunité totale. Une des manipulations les plus choquantes que j'ai vues concernait un scandale sanitaire. Un produit chimique, utilisé massivement dans l'agriculture, s'était révélé être cancérigène. Des études scientifiques le prouvaient. Des victimes commençaient à porter plainte. L'affaire aurait pu devenir un énorme scandale. Mais le lobby de l'industrie chimique était puissant. Très puissant. Ils ont organisé une réunion avec le ministre et plusieurs hauts fonctionnaires. J'étais présent, en tant que conseiller technique. Les représentants de l'industrie ont été très clairs, si le gouvernement interdisait leurs produits, ils délocaliseraient leur production, ce qui entraînerait des milliers de licenciements. Et ils ont ajouté qu'ils étaient prêts à financer généreusement la prochaine campagne électorale du parti au pouvoir. Le ministre a réfléchi quelques secondes, puis il a pris sa décision. Le produit ne serait pas interdit. À la place, on créerait une commission d'enquête, qui prendrait des années pour rendre ses conclusions. Et en attendant, le produit continuerait à être utilisé. Des gens continueraient à tomber malades. Des gens mourraient. Mais l'économie, elle, se portait bien. Et le parti recevait son financement. J'ai aussi été témoin de manipulations électorales. Pas des fraudes grossières, non. Des manipulations subtiles, sophistiquées. Le découpage des circonscriptions, par exemple. On redéfinissait les limites des circonscriptions pour favoriser le parti au pouvoir. On analysait les résultats des élections précédentes, on identifiait les zones où l'opposition était forte, et on les diluait en les rattachant à des zones favorables. Résultat, même si l'opposition gagnait en nombre de voix au niveau national, elle perdait en nombre de sièges. C'était parfaitement légal, puisque c'était nous qui faisions les lois. J'ai également participé à l'organisation de campagnes de désinformation. Nous créions de faux comptes sur les réseaux sociaux, nous diffusions de fausses informations sur les candidats de l'opposition, nous amplifions les polémiques, nous déformions les propos. Et tout cela était fait avec l'argent public, en toute discrétion. Pendant toutes ces années, j'ai ressenti un malaise grandissant. Je savais que ce que je faisais était mal. Je savais que je trahissais les valeurs qui m'avaient poussé à rejoindre la fonction publique. Mais j'étais pris dans un engrenage.
Plus je montais dans la hiérarchie, plus j'étais complice. Plus j'avais accès à des informations sensibles, plus je devenais dangereux pour le système. Et j'avais peur. Peur de perdre mon travail, ma carrière, ma réputation. Peur des représailles. Car j'avais vu ce qui arrivait à ceux qui osaient parler. Ils étaient mis au placard, harcelés, diffamés. Leur vie était détruite. Et je n'avais pas le courage de risquer la mienne. Il y a eu plusieurs moments où j'ai failli tout révéler. Des moments où ma conscience me hurlait de parler, de dénoncer, de témoigner. Je me souviens d'une nuit, seul dans mon bureau, avec des dizaines de documents compromettants devant moi. J'avais le téléphone d'un journaliste d'investigation, quelqu'un en qui j'avais confiance. J'ai composé son numéro plusieurs fois, mais je n'ai jamais appuyé sur la touche d'appel. Je me disais, à quoi bon? Même si je parle, rien ne changera. Le système est trop puissant. Les médias sont contrôlés. La justice est compromise. Et moi, je serai détruit pour rien. Alors je me suis tu. J'ai continué à faire mon travail, à participer aux manipulations, à fermer les yeux sur les injustices. Et chaque jour, je mourais un peu plus à l'intérieur. L'isolement a été terrible. Je ne pouvais parler de tout cela à personne. Pas à ma famille, pas à mes amis. Comment leur expliquer que le système dans lequel ils avaient confiance était pourri de l'intérieur? Comment leur dire que les élections étaient manipulées, que les informations étaient falsifiées, que la corruption était généralisée? Ils ne m'auraient pas cru. Ou pire, ils m'auraient pris pour un conspirationniste, un paranoïaque. Alors je me suis renfermé sur moi-même. J'ai perdu des amis, parce que je ne pouvais plus les regarder dans les yeux. J'ai pris de la distance avec ma famille, parce que je ne supportais plus leur naïveté. Je suis devenu cynique, désabusé, amer. Et j'ai vécu pendant des années avec ce poids sur les épaules, ce secret que je ne pouvais partager avec personne. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la banalité du mal. Les gens qui commettaient ces manipulations n'étaient pas des monstres. C'étaient des gens ordinaires, des pères de famille, des personnes respectables. Ils ne se considéraient pas comme des criminels. Ils pensaient simplement jouer le jeu, suivre les règles du système. Et c'est ça qui est le plus effrayant. Le mal n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être dévastateur. Il suffit que chacun fasse de petits compromis, de petites entorses à l'éthique, pour que l'ensemble devienne monstrueux. Et c'est exactement ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir. Personne ne se sent vraiment responsable, parce que tout le monde ne fait que suivre les ordres, que respecter les traditions, que protéger ses intérêts. Mais le résultat, c'est un système où la corruption est endémique, où la manipulation est la norme, où la vérité est sacrifiée sur l'autel du pouvoir. Et pourquoi ces manipulations ne sortent-elles jamais dans les médias? Parce que les journalistes qui travaillent dans les grands médias sont eux-mêmes partie prenante du système. Ils ont des liens avec le pouvoir. Ils dépendent des subventions publiques, des accès privilégiés, des informations exclusives. Ils savent que s'ils dénoncent trop fort, ils perdront tout cela. Et puis, beaucoup d'entre eux ne veulent tout simplement pas savoir. Il est plus confortable de croire que le système fonctionne, que la démocratie est réelle, que les institutions sont solides. La vérité est trop dérangeante. Elle remettrait en question trop de choses. Alors on préfère l'ignorer. J'ai pris ma retraite il y a quelques années. J'ai quitté l'administration après 27 ans de service. Et aujourd'hui, je me pose la question, ai-je fait le bon choix en me taisant? Aurais-je dû parler, malgré les risques? Je n'ai pas de réponse claire. D'un côté, je me dis que je suis un lâche, que j'aurais dû avoir le courage de dénoncer. Mais d'un autre côté, je sais que ma dénonciation n'aurait rien changé. Le système est trop bien protégé. Trop de gens ont intérêt à ce qu'il perdure. Et un seul homme, même avec des preuves, ne peut pas le renverser. Ce que je peux dire, c'est que les manipulations que j'ai vues sont réelles. Elles ne sont pas le fruit de mon imagination. Elles ne sont pas des théories du complot. Elles sont le résultat d'un système où le pouvoir corrompt, où l'argent achète tout, où la vérité est une marchandise négociable. Et tant que les citoyens continueront à croire aveuglément ce qu'on leur raconte, tant qu'ils ne remettront pas en question les informations officielles, tant qu'ils n'exigeront pas une vraie transparence, ces manipulations continueront. Je n'attends pas de reconnaissance pour avoir parlé aujourd'hui. Je sais que beaucoup ne me croiront pas. Que certains penseront que j'exagère, que je déforme la réalité. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai fait.
Et je sais que quelque part, dans les ministères, dans les cabinets, dans les salles de réunion feutrées, d'autres fonctionnaires vivent la même chose que moi. D'autres voient les mêmes manipulations, les mêmes arrangements, les mêmes trahisons. Et eux aussi se taisent, par peur, par lâcheté, par résignation. Alors voilà, c'est mon témoignage. 27 ans au service de l'État. 27 ans à être complice d'un système que je méprise. 27 ans à porter un secret qui me ronge de l'intérieur. Et aujourd'hui, je peux enfin le dire, les manipulations que j'ai vues ne sortiront jamais dans les médias. Parce que le système ne le permettra pas. Parce que trop de gens ont intérêt à ce que la vérité reste cachée. Mais au moins, maintenant, vous savez. Vous savez que derrière les discours officiels, derrière les promesses électorales, derrière les rapports gouvernementaux, il y a une réalité bien différente. Une réalité faite de mensonges, de manipulations, de corruption. Et c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de cette information. Vous pouvez choisir de l'ignorer, de continuer à croire ce qu'on vous raconte. Ou vous pouvez choisir de questionner, de douter, d'exiger plus de transparence. Le choix vous appartient. Mais n'oubliez jamais, ce que vous voyez à la surface n'est qu'une infime partie de la réalité. Le reste, il est caché dans l'ombre, protégé par ceux qui ont le pouvoir. Et c'est là que se joue vraiment le destin de notre société.